Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Des milliers d'étudiants algériens ont manifesté dans plusieurs villes mardi hier pour marquer leur refus de négocier avec ce qu'ils appellent le gang, Al-Isaba, l'instance de dialogue désignée par le pouvoir en vue de mettre fin à leur crise, la crise que vit le régime. Après 24 semaines de contestation, donc, ils étaient plusieurs milliers à manifester dans les rues d'Alger, Béjaïa, Tlemcen, Constantine, ce mardi 6 août. Les protestataires rejettent le dialogue prôné par le pouvoir pour mettre fin à la crise politique née de la contestation inédite que connaît l'Algérie depuis le 22 février. L'armée nationale populaire a rejeté une nouvelle fois ce mardi la notion de préalable de dialogue et mesures d'apaisement, telles que formulées par le panel de dialogue et de médiation coordonné par Karim Younes, ainsi que par plusieurs personnalités nationales, a affirmé la revue de l'ANP, El Jaish, dans l'éditorial du mois d'août. Gaïd Salah, à travers le tribunal militaire de Blida, a lancé un mandat d'arrêt international contre le général Khaled Nzar, qui a été l'homme fort du régime dans les années 90 et qui séjourne actuellement en Espagne. Le mandat d'arrêt international lancé par la justice militaire contre Khaled Nzar et son fils Lotfi et Farid Ben Hamdine, patron de la société algérienne de pharmacie, accusé de complot contre l'autorité de l'armée et de l'État, a-t-il des chances d'être suivi des faits en Espagne où l'ancien chef de l'armée a trouvé refuge? De quoi pourrait avoir vraiment peur Nzar? Pourquoi le nouvel homme fort d'Alger, le général Gaïd Salah, s'en prend-il à l'un de ses compagnons d'armes? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans ce numéro. Restez connectés, ne partez pas loin. Algérie, le colosse aux pieds d'argile est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, bonsoir. Bonsoir, je précise juste une chose. Oui. Ancien cadre du MDA de 1982 à 1988. Ok, d'accord. Parce que certains croient que j'étais dans la lignée... dans le parti des années 90, non. D'accord, ok. Donc voilà, c'est noté. Avec nous, c'est Ali Aïd Djoudi, président de l'ONG Riposte Internationale. Ali Aïd Djoudi, bonsoir.
téléspectateurs. Spectatrices, bonsoir. Brahim Younes et Hussein. Merci Ali Aïdjoudi. Avec nous, c'est Adel Djebbar depuis le Canada, observateur politique. Monsieur Djebbar, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir, c'est Hussein. Mes salutations, c'est Brahim, à tous les spectateurs de Maghrébia. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci, marhaba bik. Il y aura avec nous aussi Mourad Dhina du mouvement Arachad. Pour le moment, il n'est pas encore là, mais il arrivera. C'est Brahim. Avant de commencer, on a un petit vitière fait par notre sœur Warda. On va le regarder ensemble et on enchaîne. Un autre mardi de mobilisation, de détermination, de sagesse et d'espoir. La révolution estudiantine a encore percé, hier lors de sa 24e semaine de Hirak. Les étudiants sont sortis encore une fois pour donner une leçon, fortifier l'union et éclairer le chemin de la révolution du sourire. En mettant tout au centre de leurs revendications l'indépendance et la liberté, les étudiants restent fidèles aux précurseurs qui ont libéré la terre. Ils persistent pour la libération du peuple. Une promesse faite par les bâtisseurs de gloire qui resteront ancrés dans l'histoire. Les étudiants sont aujourd'hui un rempart moral immunisé du Hirak et un puissant porteur de valeurs du pacifisme civilisé. Une révolution populaire qui prend de l'ampleur de semaine en semaine, au moment où ça bouillonne à l'intérieur du pouvoir. Le pouvoir est en crise. Ne connaissant pas comment se sauver la face, ils s'accusent les uns les autres. L'ultime conflit était entre Gaïd Salah et Nzar. Se référant aux articles du Code pénal et militaire, le tribunal militaire s'attaque à Nzar en l'accusant d'avoir attaqué le régime, d'avoir violé l'unité nationale et bien d'autres accusations pouvant arriver jusqu'à la peine de mort. Une succession de faits que les médias algériens suppriment de leur feuille de route. La presse dite de l'armée a perdu les alphabets de l'éthique professionnelle. Au lieu de faire preuve d'engagement envers le devoir professionnel, dénoncer les déviations du chef d'état-major, proclamer sa violation de la Constitution et les lois de la République, elle favorise et choisit de suivre la déviation et le mépris des lois en appréciant les traces du chef d'état-major. Effondré professionnellement et moralement, le magazine de l'armée est devenu l'incarnation de la médiocrité et de la stupidité des médias à l'heure de la numérisation. Ce qui ne peut que renforcer la détermination et la conviction du Hirak qui revendique un état civil et non militaire. Brahim Younsi, les étudiants, donc, rempart moral et même spirituel du Hirak, c'est une protection magnifique. Mais absolument. Mais quand la jeunesse s'engage, oui, cela veut dire que le régime est vaincu. Et il n'y a révolution que dans des régimes vaincus. Oui. La jeunesse algérienne est atteinte de vaincre. Et la révolution suit son chemin, comme elle devait le suivre et le poursuivre. Comment se porte la révolution aujourd'hui? À mon sens, oui, excellemment. Excellemment, pourquoi? Oui. Comme dit Boris Souvarine, parce qu'elle a la vitesse qui convient. Ouais. Ni elle ne précipite le mouvement, ni elle ne recule. Ouais. Ensuite, elle a une direction, je ne parle pas des hommes, elle a une orientation, et elle ne quitte pas son orientation. Son orientation, c'est Doula Madania. Absolument, dès lors qu'il y a une Doula Madania, voilà la révolution, au sens que lui donne d'ailleurs Souvarine, et je suis d'accord avec ce sens-là, parce que c'est une question de vitesse. Et par définition, la révolution est mouvement. Oui. Et des fois, il y a des flux, des fois, il y a des reflux. Mais il n'y a rien d'inquiétant à cela. On voit qu'il y a une dynamique de la révolution qui gagne en plus de force. Ouais. La révolution, contrairement à ce que disent certains, ni ne s'enlise, ni ne s'affaiblit, ni dans son corps, ni dans son âme.
il n'y a d'affaiblissement. Au contraire, il y a une force nouvelle, une résurgence de la révolution après ce qu'on a dit tous ces derniers temps, que la révolution s'affaiblissait, que la révolution s'égarait, que la région, notamment cette idée de la désobéissance civile. Ça veut dire que la révolution a aussi... Elle produit aussi des idées, elle produit des programmes. Oui. Mais évidemment. La question de la désobéissance civile, il ne faut pas en avoir peur. Je viens de dire, le peuple la révolution a sa propre vitesse. Et pour le moment, elle ne change pas de vitesse. Elle menace. Elle menace, oui. Elle menace de brandir une autre carte. De recourir à la désobéissance civile. C'est vrai que certains ont peur de cette désobéissance, qu'ils appellent civile. Oui. Mais la désobéissance existe depuis que le monde existe. Ceux qui sont dans le religieux disent la désobéissance, c'est l'incarnation du diable, c'est l'essence du diable, parce que le diable a désobéi. Oui. Hein, mais il y a aussi Antigone. Il y a aussi la mythologie grecque. Exact. Antigone qui s'est opposée, qui a désobéi à son oncle, mais d'abord à l'autoritarisme, à l'injustice, à l'arbitraire de son oncle Créon. Parce qu'il a interdit que l'on donne une sépulture à Polynice, le frère d'Antigone. Mais Antigone s'est opposée, elle a désobéi à son oncle qui l'a mise dans un tombeau vivante. Donc la désobéissance a toujours existé. Et les Algériens tiennent toujours à leur silmiya, justement. Oui, mais la désobéissance est une silmiya. Voilà. Jésus était dans la désobéissance à César. Quand il dit le royaume de Dieu est tout proche, c'est une attaque à César, c'est une attaque à l'ordre temporel de César, à la dictature de César. Quand il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il s'attaque à César. Parce que rendez à César ce qui est à César, c'est la monnaie, c'est l'argent. Et il s'oppose à l'argent, il s'oppose à l'impôt, il s'oppose à ce qu'on lui donne, à ce qu'on donne à César. Parce que César n'existait que par l'argent et par la puissance qui était la sienne. Et le peuple algérien est en pleine désobéissance aussi, puisqu'il ne veut pas de leur dialogue, il ne veut pas de leur ministre, il ne veut pas de leur régime. Voilà. Si on parle de pacifiquement. Si on parle de révolution, cela veut dire qu'il y a une désobéissance. Oui, absolument. Déjà. Mais si vous voulez, je vais revenir juste sur quelque chose. Oui. Sur quelque chose. Parce que vous l'utilisez assez souvent vous-même. Oui. Le panel. Oui. Le panel... les statisticiens savent ça, les sondeurs connaissent cela. Un panel est représentatif. Absolument, oui. Mais entre guillemets, ce panel dont vous parlez, dont beaucoup parlent, n'est représentatif de rien. De rien. Pardonnez-moi, je vais dire les choses telles que je les pense, telles que je les ressens. Pour moi, c'est un groupe adultérin. Ouais. C'est juste pour reprendre un peu le terme que tout le monde comprend. Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. C'est vrai. Il faut bien nommer les choses. Ce n'est pas un panel, il n'est représentatif de rien du tout. C'est un groupe adultérin. Allez, Judy, les étudiants, donc hier c'était mardi, c'était le 24e mardi, et sont chaque mardi là, c'est le cœur battant de cette révolution, de ce hirak. Encore une fois, vous savez, donc, c'est l'éveil de l'université, de l'échelle nationale. C'est déjà une garantie pour la réussite de cette révolte. Juste pour rappeler que l'éveil de la conscience amazigh a commencé par cœur de l'université en 1980. Et la lutte pour le pluralisme et les droits de l'homme, c'était à partir de l'université des Ouzou en 1980. Donc le pouvoir était très malin. Il a compris que l'élite, la matière grise, il faut la manipuler, la mater, l'orienter, et dans le fond la désorienter. Donc il faut s'accaparer cet espace. Il faut l'arracher au peuple.
Et ben, il a réussi à dégommer les gens de gauche, les paxistes à l'époque, les berbéristes, en créant des syndicats, des pseudo-syndicats, syndicats islamistes, syndicats de Hamas, syndicats FLN et syndicats. Donc, alors, ils ont détourné l'université de sa mission. Ils ont détourné les étudiants de leur mission. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, le pouvoir est conscient de l'éveil, la mobilisation, la conscience de cette élite a décrété la fin de la dictature, la fin de cette junte militaire. Maintenant, vous savez, juste pour faire un comparatif, Oui. Durant l'intérieur de cette révolution, il y a deux pôles. Il y a le peuple d'un côté, Oui. et les étudiants d'un côté. C'est extraordinaire. Pour dire que moi je salue le génie de ces jeunes. Je salue notre matière grise. Je salue l'avenir de notre pays. Donc vous savez, alors, ni le ramadan, ni la pluie, ni l'été, ni tous les campagnes de désinformation, d'intoxication du pouvoir n'ont réussi à atteindre cette mobilisation, surtout à atteindre cette jeunesse. C'est pour ça que je suis plus que jamais optimiste, parce que l'essence même de cette révolution et de toutes les révolutions du monde, c'est la matière grise d'un pays. Et donc pour moi, honnêtement, la révolution est sur la bonne voie. Maintenant, par rapport à la désobéissance civile, il faut qu'on sache que l'Algérie, le peuple algérien, est en désobéissance civile depuis le 22 février. Oui. Depuis le 22 février, le peuple algérien organise des manifestations non autorisées. Oui. À l'échelle de 48 wilayas. Maintenant, c'est à degré moins, des fois, il y a plus de manifestations, il y a moins de manifestations, des fois, il y a la concentration dans les grandes villes, des fois. Mais une chose est certaine, le peuple algérien est en désobéissance civile depuis le 17 février, le 16 février, depuis la première marche de Harada. C'est des marches non autorisées, c'est un défi au pouvoir, mais c'est des manifestations pacifiques. Donc la désobéissance civile, certains, quelques médias, des lèche-bottes de l'armée, des pseudo-bédécistes et novembristes veulent faire croire qu'il faut y aller vers une désobéissance civile, et dans leur tête, c'est une confrontation entre le peuple et son armée. Absolument pas. Le génie populaire, le génie de ce peuple, c'est qu'il a compris que depuis 1962, le pouvoir n'est fort que dans la violence. Le pouvoir n'est fort que dans la violence. Et donc il fallait lui enlever ce fonds de commerce. Et comment lui enlever son fonds de commerce? C'est de ne pas y aller sur son terrain, le terrain de la violence. À toutes les batailles, toutes les luttes dont la violence a prépare, et le pouvoir est sorti gagnant. Donc, quand on dit désobéissance civile, on est déjà dans la désobéissance civile. Deuxièmement, même s'il y aurait accélération des luttes, ça ne veut pas dire que c'est 1991, occupation des lieux, absolument pas. Absolument pas. La désobéissance civile, c'est ne pas y aller travailler, c'est bloquer aussi. Pourquoi ce qu'il faut retenir, monsieur Edjoudi, par rapport à ce sujet justement de la désobéissance civile, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être ce slogan est venu du peuple, spontanément, comme ça, un peu partout, Algérie, dans l'Est, dans l'Ouest. Voilà, il n'y a ni un parti derrière, ni une association derrière, ni rien. C'est une revendication du peuple. Absolument, absolument. Vous savez, le peuple, justement, il a brandi le carton jaune à ces idiots qui gouvernent. C'est un alphabet qui se trouve, c'est un tête de mulet qui est à la tête d'une armée qui est en train qui préside, qui est la destinée de tout un pays. On a dit de Chetli, Ummi Yakut Umma,
mais cette fois-ci, c'est une catastrophe qui guide une nation. Un analphabète, une brute et une personne apolitique qui ne s'est jamais intéressée dans sa vie ni à l'avenir du pays, ni à rien du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite carrière. Il a réussi à profiter des événements et le hasard a fait qu'on se retrouve à la tête, au sommet de l'État, une brute analphabète qui est en train de souffler le chaud et le farois, qui ne sait plus sur quel pied danser. Un jour, c'est le soutien au Hirak, et dans toutes les pratiques, c'est l'inverse. Il n'y a aucune feuille de route claire de pouvoir... Restez avec nous, Alia Edjoudi. On va revenir justement à ce sujet, mais avec nous, Adel Djebbar. Adel Djebbar, sur ce premier sujet, justement, les étudiants, on les voit chaque mardi. Il y a des débats, il y a des prises de parole, ils proposent des solutions, ils parlent de la suite du mouvement. C'est une machine, en fait, les étudiants. Ce n'est pas une machine, c'est une véritable force, oui. Indestructible. Il n'y a pas si longtemps, on nous présentait ces jeunes-là comme des désœuvrés. Puis on voyait des images de beaucoup de nos jeunes étudiants désespérés par l'état des lieux chaotiques dans lequel nous a mis cette dictature, aller faire le pied de grue devant le consulat français pour obtenir je ne sais pas trop quoi. Aujourd'hui, avec le mouvement du 22 février, donc toutes les énergies se sont libérées et puis nous découvrons que notre jeunesse est une jeunesse formidable, hyper politisée, avec une conscience patriotique et nationaliste extraordinaire. Les slogans qui émanent de la bouche de ces jeunes-là ont mis à nu tout l'archaïsme de ce système-là et tout le décalage qu'il y a. C'est un autre peuple aujourd'hui. Moi, j'ai tout le temps dit, cette jeunesse est une jeunesse numérique et derrière, il y a la vieille garde qui a encore du plomb dans la tête, qui réfléchit comme dans l'époque stalinienne et la guerre froide, et qui essaye de réagir de façon brutale, violente, inappropriée pour pouvoir faire part à l'intelligence. Les jeunes d'aujourd'hui, et le peuple algérien particulièrement, dans toute sa totalité, a compris une chose. Il a capitalisé une expérience pour dire plus jamais de violence, parce que sur ce plan-là, nous ne pourrons jamais battre ce régime. Ce régime, son essence, sa nature, son âme est bâtie sur la violence. Depuis 62-63, le monopole des armes et l'ignorance qu'ils ont fait qu'ils ne se sont jamais exprimés. Ah non, ils nous ont toujours méprisés. Pour eux, nous n'existons pas. Nous sommes des fermiers ou des khmassa qui réclament une part de liberté. Je me rappelle les propos d'un général criminel aujourd'hui mort qui disait dans une interview à quelqu'un qui lui dit « Pourquoi vous ne libérez pas ce peuple-là? Pourquoi vous ne lui donnez pas sa liberté? Pourquoi vous le méprisez ?» Il dit « Avez-vous vu un propriétaire remettre les clés de sa maison à un étranger? Donc ils nous considèrent comme des étrangers. Ils sont surpris aujourd'hui par cette jeunesse-là qu'on présentait il n'y a pas si longtemps, comme une jeunesse d'analphabète, comme une jeunesse de désœuvrés, comme une jeunesse ratée, comme une jeunesse de drogués, etc. Le discours ou l'image qu'est en train de donner cette jeunesse et ce peuple à l'échelle internationale est inimaginablement positif, contrairement au comportement de cette junte militaire-là, avec ses affidés, ses suppôts, ses serviteurs, qui sont en train de montrer la véritable image ou le véritable visage hideux d'une dictature. La dictature ne produit strictement rien. Moi, j'ai toujours dit, la dictature est un mur. L'avenir d'un mur est la démolition. Donc, les jeunes ont compris qu'il faut assiéger cette citadelle-là de la dictature. Et je reviens sur un élément qui me semble extrêmement important en termes d'analyse. Il y a eu des hommes politiques de la dite opposition qui émargent sur le budget de l'État, qui habitent à Géralda et à Club des Pins, qui n'ont jamais cessé de nous développer une théorie fumeuse et foireuse
par laquelle il voulait démontrer que pour réformer ce régime-là, il fallait le faire de l'avant, de l'intérieur. De l'intérieur, oui. Exactement. Donc, c'est des gens qui se contentaient de petits strapontins pour pouvoir bénéficier de quelques privilèges et conforts qui sont offerts par ce régime corrompu et corrupteur. On vient de démontrer qu'après 6 mois de Hirak, de révolution, que le peuple assiégeant une citadelle de la dictature l'a démolie. Cette dictature est en train d'imploser aujourd'hui. Et il y a 2-3 jours, les nouvelles ont circulé sur un combat de 2 vieillards qui ne nous représentent pas du tout. C'est un combat entre 2 gangs de rue, entre des Hell Angels en tenue, qui sont en train de régler leur compte. Depuis 62, nous avons toujours été dans le règlement de compte, dans les tueries, dans l'escroquerie politique, dans la violence, dans le mensonge, dans la haine. C'est tout ce qu'ils ont offert à ce peuple-là et à cette jeunesse. Maintenant, les jeux sont faits, mais ils ont beau ramener les croupiers qu'ils veulent, piper les dés qu'ils veulent, ils ne gagneront jamais, c'est fini. Restez avec nous. On ne retournera plus jamais à la situation du 21 février. Merci Adel Djebbar, restez avec nous. On a un autre graphique justement sur le mardi des étudiants qu'on va regarder tous ensemble. Après, on continue. Monsieur Brahim Younsi, donc, comme on a vu dans ce graphique, Samidoun, les Aïsabat et Rafidoun, déterminés et au gang, et nous refusons le gang. Mais cela dure depuis le 16 et le 22 février. Les Algériens sont déterminés, ultra déterminés, pour changer de système. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Adel Djebbar, à savoir que certains veulent absolument et veulent nous faire entrer sur ce chemin. Oui. C'est celui de la régulation du système par le système. Oui, de l'intérieur, oui. La régulation du système par le système. Or, le peuple n'est pas, jusqu'à maintenant, il a laissé faire la régulation du système par le système. Mais aujourd'hui, il est dans l'autorégulation. Il est dans l'autorégulation populaire. C'est terminé parce que nous sommes à la veille de la grande transformation. De la grande transformation, pas seulement au sens de Karl Polanyi, mais la grande transformation politique, économique, sociale. Et c'est ce qui fait que le pouvoir et certaines élites paniquent. Les chefs des partis politiques sont révélés à leur réalité. Et cette réalité, ils voient qu'ils ne représentent strictement rien. Pardonnez-moi de le dire de cette façon-là, c'est une chiure de mouche. Les partis, je les qualifie de cela, c'est une chiure de mouche. Ils n'existent pas, ils n'ont jamais existé, ils sont devant leur propre réalité. Sinon, pour revenir à quelque chose, pour la révolution, certains disent qu'elle se réduit, qu'elle se rétrécit, etc. La révolution n'est pas une peau de chagrin pour se réduire, se rétrécir. Ce n'est pas le talisman de Balzac qui rétrécit à chaque fois qu'un vœu ou qu'un désir est exaucé. Donc elle continue.
Et cette Les acquis la renforcent. Et puis le peuple sait une chose, et c'est ça le génie des peuples. Oui. C'est pas seulement des élites. Le génie des peuples, c'est que le peuple sait que si la corde ne casse pas, parce qu'elle va casser, si la corde ne casse pas, il faut continuer à tirer dessus, et elle va casser. Donc il continue à tirer jusqu'à aller vers, jusqu'à aller vers cette désobéissance civile, s'il le décide, parce qu'il y a des exemples dans le monde, la marche de plusieurs kilomètres du Mahatma Gandhi, ce qu'on appelle la marche du sel. Oui. Hein, il est allé jusqu'à l'océan pour prendre seulement une poignée de sel, parce que le colonisateur anglais avait le monopole du sel. Donc il a cet acte, ce geste symbolique a changé les choses. Merci Brahim Younsi. On va demander une... Est-ce que... Oui. Mourad Dehna est avec nous. Monsieur Dehna. Bonsoir Monsieur Dehna, salam alaikum, marhaba bik. Monsieur Dehna, donc nous étions en train de parler donc, du mardi des étudiants. Hier aussi, ils étaient là, des milliers, un peu partout, dans plusieurs universités en Algérie. Et les slogans étaient les mêmes que ceux du vendredi. La li hukm al-askar, madaniya machi askariya, rafidun l'isaba, samidoun. Oui, je vous entends. Oui. Oui, Monsieur Dehna. Oui, je vous entends. Oui, je disais donc les étudiants étaient là hier, des milliers, un peu partout en Algérie. Les slogans presque les mêmes que ceux du vendredi. Donc cette révolution est là en bonne santé, comme disait notre ami Brahim Younsi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut saluer la résilience des étudiants. Ils continuent à braver tous les interdits parce que nous vivons maintenant une période où le pouvoir essaie de revenir à ces pratiques que l'on a connues, c'est-à-dire empêcher la voix du peuple, étouffer la voix du peuple. Et les étudiants, je pense qu'ils donnent le meilleur exemple. Ils restent donc mobilisés et unis dans un cadre non violent, pacifique, avec des revendications politiques claires. Je pense que le slogan qui est répété à chaque fois, c'est-à-dire « La li hukm al-askar, dawla madaniya machi askariya », ça c'est un slogan extrêmement fort qui est porteur d'un projet politique. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'en contrepartie, nous avons encore un pouvoir d'essence militaire qui n'a pas de projet politique. Il n'a aucune vision pour ce pays. Il se terre et il se cache derrière des slogans qui, à force d'en abuser, deviennent creux. On en a assez à entendre de dire l'Algérie avant tout, pas parce que ce n'est pas bon, tout le monde veut l'Algérie avant tout, mais quand c'est usé et abusé pour des desseins qui sont somme toute très discutables, pour le moins qu'on puisse dire, ils font en sorte que ces slogans qui réunissent tous les Algériens, c'est-à-dire l'Algérie pour les Algériens, Djil November, etc., ne représentent pas aujourd'hui le message que veut faire passer le peuple algérien dans sa diversité, dans son union aussi. Et on retrouve les mêmes qui usent et abusent de ces slogans, et je citerai toujours les partis connus comme le FLN de nos jours, bien sûr pas le FLN historique. Par contre, en voyant les étudiants, moi je suis quand même assez déçu d'autres corporations qui ont quitté le navire. Je pense en premier lieu aux juges. Au début du Hirak, ils étaient présents dans la rue. Oui. Ils étaient présents par des positions fortes. Je crois que pour beaucoup d'entre eux, ils ont été certainement rappelés à l'ordre, et malheureusement, certains ont soit pris peur, soit ils sont retournés à leurs vieux réflexes, parce qu'on leur a aussi fait comprendre que la justice en Algérie se gère surtout et avant tout par les coups de téléphone, et même d'autres, comme par exemple les avocats. Il est important que de telles corporations démontrent, je dis bien démontrent, leur attachement au Hirak
et à la révolution populaire. Parce que les jours qui viennent, les mois, les semaines, tout le monde sera jugé sur ses positions actuelles. Est-ce qu'ils ont été pour la révolution populaire ou est-ce qu'ils ont été plutôt opportunistes, essayant de glaner des acquis ici et là avec le pouvoir en place, et le peuple algérien ne l'oubliera pas. Donc moi j'espère que toutes les catégories sociales, professionnelles, à commencer par les juges, les avocats, les travailleurs bien sûr, les paysans, et aussi leurs actions, en plus bien sûr de la fête hebdomadaire du vendredi, que les autres jours, à l'instar des étudiants le mardi, utilisent aussi ces moyens de pression et aussi cette solidarité qui doit être maintenue, car je pense que tout le monde a compris, tous les Algériens ont compris qu'il leur revient à seul en tant que peuple et à aucune autre force, fût-elle l'état-major militaire, d'imposer, et surtout pas celle-là en tout cas, d'imposer un agenda politique qui en fait n'existe même pas. Car à ce jour, le seul slogan qu'ils ont eu, c'est « La lil marhala al-intiqaliya », non à la transition. Et bien qu'ils le veuillent ou pas, ça fait 6 mois qu'on est dans cette marhala al-intiqaliya. Et on aurait gagné du temps si l'état-major avait accepté dès le début une démarche politique claire, on serait peut-être presque à la fin de la transition. Et c'est toujours ce même disque qu'il rabâche, qu'il réitère et qui ne mène à rien. Ils sont toujours dans la logique de garder le pouvoir, dans la logique des règlements de compte, dans la logique de faire peur aux manifestants. Mais je pense que, franchement, je salue encore une fois la résilience de tout le peuple algérien, en particulier aussi les étudiants, qui vraiment maintiennent la pression avec un haut degré de civisme, un haut degré de conscience politique. Ils sont à des années-lumière du pouvoir, ils sont à des années-lumière même des structures classiques de l'action politique que sont les partis et autres associations de ce genre. Ils montrent la voie et c'est, je pense, à eux qu'échoit la responsabilité de mener cette révolution populaire vers l'aboutissement que tout le monde souhaite, qui est l'instauration de l'état de droit, l'instauration de l'état civil. Justement, l'armée populaire, enfin Gaïd Salah, a rejeté une nouvelle fois ce mardi, M. Dhina, la notion de préalable de dialogue et les mesures d'apaisement telles que formulées par le panel de dialogue et médiation coordonné par Karim Younes. Quelle est votre lecture à ça? Je pense que Gaïd Salah sur le terrain politique, alors je dis bien sur le terrain politique parce que sur d'autres terrains, il faut reconnaître qu'ils ont fait des choses que le peuple voulait, l'arrestation de la Isaba, etc. Mais sur le terrain politique, il est clair qu'il est soit mal conseillé, soit il n'a pas de vision politique. Il n'en a pas. La seule chose qu'il dit, c'est il nous faut des élections présidentielles maintenant. Enfin, des élections présidentielles qui sont acceptées pour l'instant, il faut bien le dire, que par les anciens partis alliés, ou si ce n'est eux-mêmes la Isaba. Oui. Je parle du RND, du FLN actuel. Donc, est-ce que Gaïd Salah veut qu'on revienne au hukm de la Isaba? Eh bien, si c'est ça son projet politique, il va heurter un mur. Il va heurter un mur et il va se rendre compte tôt ou tard qu'il a perdu du temps et que pire, il a fait perdre du temps à l'Algérie parce que je pense que ce que veut le peuple qui scande haut et fort la li dawla askariya, no li dawla madaniya, on veut des institutions crédibles, on voudra bien sûr à échéance des élections, c'est clair, nous devons aller vers des élections, mais il faut un minimum de garanties techniques, de garanties politiques. Les garanties politiques sont malheureusement complètement bafouées par Gaïd Salah, et je dis que le plus grave, c'est qu'il n'a pas de projet politique pour l'instant. Il n'en a pas. Monsieur Dhina, on assiste presque à des divergences entre Gaïd Salah et la présidence par rapport à ces préalables. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est vrai? Il y a des divergences ou c'est juste une pièce théâtrale du cinéma? Il y a le feu dans la baraque. Ça ne peut pas rester longtemps, ce système-là. On ne peut pas dire d'un côté nous sommes pour le respect de la Constitution, entre guillemets, pour voir ensuite Ben Salah nommer et limoger des ministres. Oui. Il ne peut pas le faire au nom de la Constitution, elle est claire. Donc, encore une fois, et ce n'est pas la première, bien sûr,
Donc, ils sont vraiment dans une impasse politique. Et ils ne veulent pas le reconnaître. Et on sait pourquoi. On le sait. Parce que Gaïd Salah n'a qu'un seul démon qui le hante nuit et jour. C'est que Toufir ressorte de prison et le mette en prison. C'est ça son problème. Et nous sommes d'accord pour que Toufir soit resté en prison. Et Gaïd Salah devrait saisir l'opportunité qu'il a de répondre aux aspirations du peuple, d'accompagner le peuple, de ne pas imposer son agenda politique qui n'en est pas un. Gaïd Salah n'a pas de feuille de route. Mais il ne peut pas accompagner le peuple, M. Dihna, puisque le peuple lui demande son départ, justement. Non, je pense qu'il peut accompagner le peuple en disant « j'accepte les conditions du peuple qui s'exprime dans la rue » en se maintenant dans son rôle qui est d'assurer la sécurité des citoyens, point à la ligne. Il peut le faire, il en a les moyens techniques, matériels, logistiques, mais dès qu'il fait le pas qu'il ne faut pas faire, mais le problème, M. Dihna, Monsieur il n'a Dihna, pas de projet politique et c'est là où il rentre dans le mur. Monsieur Dihna, nous savons tous que ce n'est pas un problème de moyens, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique justement de redonner de pouvoir au peuple. C'est ce que je dis. Moi je dis qu'il a les moyens d'assurer la sécurité des Algériens et tant mieux. Nous voulons tous que alhamdoulilah, jusqu'à ce jour, le Hirak a été exemplaire. Exemplaire. Je dis, les frères parlaient avant d'expériences non violentes dans d'autres pays. On peut être fier en tant qu'Algériens que nous sommes un cas d'école pour une révolution pacifique non violente qui n'a été vue nulle part ailleurs dans le monde à travers les décennies passées. Et sur cette il faut qu'on soit fiers. Oui. Maintenant, il faut qu'on concrétise cet acquis énorme pour aller vers un projet politique qui effectivement donnera le pouvoir civil au peuple algérien. Et par rapport à cette revue, justement, Al-Jish, qui devient un moyen de propagande de l'armée, un édito qui est trop politique même, est-ce que c'est le rôle de la revue de Al-Jish de faire tout ça? Ben, ça a été toujours le rôle qu'elle a voulu jouer, bien sûr, contre ce que devrait être une institution républicaine qui reconnaît la primauté du civil sur le militaire, mais elle a toujours agi comme ça. Ce sont les vieux démons, les vieux réflexes de l'été 62, c'est la même chose. On est géré de la même chose, de la même façon, avec la même mentalité, et c'est ce que Gaïd Salah a de la peine à accepter, mais il faut qu'il l'accepte. Il n'y a pas d'autre issue. Même pour son salut à lui, sa seule chance de survie, ça serait un état de droit civil où la parole revient au peuple. Parce que s'il était conscient, il n'aurait qu'à voir où en est aujourd'hui le fameux Rabb Dzaïr. Où est-il? Lui aussi, il allait dans un mur, mais il n'a jamais voulu enlever les œillères et comprendre la situation. Et Gaïd Salah, malheureusement, s'il ne se ressaisit pas, et il peut le faire de suite, ces prochains jours, là, il pourra s'en sortir, même lui, personnellement. Mais s'il continue, nous craignons, hélas pour lui, qu'il aura l'avenir, ou plutôt la mésaventure ou la catastrophe que connaît Toufir aujourd'hui, que connaît Nazar, que connaîtront tous. En tout cas, le peuple est très clair là-dessus, M. Dihna, parce que l'un des slogans justement qui est très répandu, c'est Ya Men'ash, Gaïd Salah al-Harraj. Absolument, absolument. Et c'est dommage pour lui. Parce que je dis encore une fois, il a fait certaines choses qui étaient bonnes dans la bonne direction. Restez avec nous, M. Dihna, restez avec nous. Il faut qu'on avance un petit peu. Oui, M. Brahim Youssi, donc sur ce sujet. Déjà, la revue Al-Jish, est-ce que c'est normal qu'elle fasse cette propagande comme ça, trop politique, c'est énorme. La revue Al-Jish, c'est comme l'état-major. Il se met à sa fenêtre pour se regarder passer. Hein? C'est un mot d'Auguste Comte. Et ils se font une publicité d'être, alors que plus de 25 millions d'Algériens sortent tous les vendredis et disent le peuple est avec nous, le peuple est avec son armée. Non, le peuple n'est pas avec son armée, quoi qu'on dise. Il n'est pas avec l'état-major. Oui, mais c'est ça l'armée. L'armée, c'est l'état-major. Je ne parle pas de la troupe. La troupe n'a rien à... Bon, c'est l'état-major. Donc, Gaïd Salah peut arrêter le réchauffement climatique, mais il ne peut pas changer le système. Il ne peut pas changer le système. Le système, c'est le peuple.
qui le changera. Et il le changera par la révolution. Moi, je n'attends rien de Gaïd Salah. Je n'attends rien de Gaïd Salah. Donc, contrairement à ce que disait Mourad Dina, on ne peut rien s'attendre. Moi, je n'attends rien. Mourad, que je salue d'ailleurs, a sa vision des choses. Oui, bien sûr. J'ai la mienne. Moi, je n'attends strictement. Et je crois que le peuple n'attend rien de Gaïd Salah. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Dawla madaniya machi askariya ». Gaïd Salah ne peut pas et ne veut pas changer de système. Parce que changer de système, c'est sa propre disparition. Parce qu'en plus, Gaïd Salah est dans, comme dit Freud, est dans la satisfaction narcissique. Et il est dans la toute-puissance. Il est dans la toute-puissance. Il ne va pas, il dit, bon, je n'accepte pas les préalables. Je m'en fous qu'il y ait personnellement des divergences à l'intérieur du système lui-même. Gaïd Salah, Ben Salah, c'est quoi? C'est quoi? Par rapport au pouvoir, par rapport aux Algériens, c'est quoi? Pour les Algériens, on l'appelle Raïs Tortor, le président Potiche. C'est Epsilon. C'est Epsilon. Donc pourquoi parler de lui pour dire qu'il y a des espèces de confrontations à l'intérieur du système. Je pense qu'il appartient au peuple d'imposer les conciliations nécessaires. Et il est le seul à pouvoir imposer les conciliations nécessaires. Et il est en marche vers les conciliations nécessaires parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que l'union nationale, l'unité nationale se fasse. Mais si Gaïd Salah, et on l'a vu à travers l'éditorial de la revue Le Dish, l'état-major n'est pas dans la conciliation. Il n'est pas dans la conciliation. Donc le peuple va encore plus appuyer, plus sortir, continuer sa révolution. On ne demande rien. Gaïd Salah ne peut pas et ne veut pas. Donc il ne faut rien demander à Gaïd Salah. C'est au peuple d'imposer. D'autre part, et cela il faut aussi le dire, c'est ce qui se passe. La révolution est en marche, mais dans la révolution, il y a des gens, il faut le dire, il y a des gens parmi les élites, et on les a vus, ils sont allés négocier, entre guillemets, dialoguer, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on les jette du bureau de Ben Salah. Des gens qui sont dans la lutte des classements et des reclassements. Il y a une élite qui joue les élites de remplacement, comme dit Vilfredo Pareto. La lutte des classements, c'est la théorie de Bourdieu. Mais ils sont aussi dans cette élite se veut comme une élite de remplacement, à la fois des chefs de parti, des intellectuels, etc., qui jouent les élites de remplacement. On le voit également qu'ils veulent absolument, on voit des groupuscules se former, des coteries se mettre en place, etc., et qui veulent être les parrains de la révolution. Tout ce qu'on a vu courir vers Gaïd Salah et vers Ben Salah se pose en parrain. Les médias aussi, oui, absolument, en parrain de la révolution. C'est la reproduction de la loi. C'est la reproduction de la loi des reins de l'oligarchie. C'est une nouvelle oligarchie qui veut absolument phagocyter la révolution. Mais il y a d'autres données, M. Brahimi aussi, parce que quand on entend Karim Younessi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, enfin, quand on entend très bien Karim Younessi, on a l'impression qu'il y a vraiment des divergences au sommet de l'État. Parce que même aujourd'hui, d'ailleurs, il a dit que moi, je tiens toujours au préalable et on... Karim Younessi, oui. Mais qui est-il? Mais qui est-il? Que représente-t-il? Je vous ai dit tout à l'heure que ce groupe-là, c'est un groupe adultérin. Mais qui l'a nommé, qui l'a désigné, qui l'a élu, il peut tenir, il peut y avoir des divergences. Je pense que c'est une posture, tout simplement, parce qu'on lui a dit, c'est triboulé. C'est triboulé, c'est la mesure publique. Qu'est-ce que cet homme-là représente?
Est-ce que quelqu'un parmi le peuple, dans le peuple, a porté ne serait-ce qu'une seule voix sur son nom? Je ne crois pas. Adel Djebbar, est-ce que Adel Djebbar est avec nous? Avec vous. Oui, alors Adel Djebbar, sur ce sujet, donc le panel, Karim Younes, ces divergences entre la présidence et Gaïd Salah, et la revue de l'Djeish, justement, qui sort aujourd'hui pour nous dire qu'il n'y a pas de préalable. Ben, la revue Djeish, elle est destinée au Djeish. Pour ceux qui lisent le Djeish, donc c'est la Pravda, c'est encore les années 50. Oui, oui, Gaïd Salah aussi, il parle dans des casernes, mais bon. Monsieur, il ne déblatère que pour lui-même. Il ne faut plus réagir, être en situation de réactivité par rapport à ce que se dit, à ce que dit ce monsieur-là. Il ne représente rien, il est dans l'illégalité la plus absolue. Vous me parlez de divergence au sommet de l'État. C'est un état des lieux. L'État n'existe plus officiellement, c'est des illégaux. Depuis le 9 juillet, ils sont en dehors de toute la loi, de toute la Constitution. Ils ne représentent rien, ces gens-là. Quant à ce panel-là, j'ai écouté Karim Younes qui est passé sur Maghreb, je ne sais pas trop quoi, une radio. Oui, une radio M, oui. C'est un discours kafkaïen. Kafka, le romancier de l'absurde, il faut le renvoyer en maternelle. C'est un monsieur qui dit « J'ai été contacté par quelqu'un qui représente la société civile ». C'est quoi cette société civile? Est-ce que c'est l'association des apiculteurs, des aviculteurs, des idolâtres des mouches? Ils sont qui? Ils représentent quoi ce Al-Arla? Un météore qui, on sait tous d'où il vient, on sait tous qui est derrière lui. Et puis il est en train de nous dire Monsieur Adel Djebbar, le panel s'est réuni justement aujourd'hui. Karim Younes a parlé donc devant la presse, on va l'écouter, je vous redonne la parole. Karim Younes نسيوه كاين لجنه الحوار هذه لجنه الوساطه ثم التشاور ثم الحوار بطبيعه الحال ونطلب الجميع نبدا الحوار وممكن ننهيه كذلك مع النشطاء في المجتمع المدني وكذلك في الاحزاب التي هي دفعت على نزاهه هذا النشاط. ربما اطلاق مبادرات سياسيه. بالنسبه لنا احنا بالنسبه يعني اللي استمعناه بالنسبه لنا احنا يعني الاحزاب التي يعني كانت لديها بعض تصرفات غير ممكن ان تشارك في هذه اللهم اذا كان 43 مليون جزائري. عادل جبار. Ben, on est encore dans le FLN et la langue de bois. Il parle pour parler, il ne dit rien parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, je vais paraphraser ce Karim qui avait parlé de régime adultérin ou de panel adultérin. Moi, je me dis, ce panel-là est le produit de l'inceste politique. C'est un inceste politique qui sont en train de pratiquer ces gens-là. Qui est ce panel? Qu'est-ce qu'il représente? Qui l'a mandaté? A-t-il le droit de parler au nom de 42 ou 3 millions d'Algériens qui sont en train de battre le pavé depuis 24 semaines, bientôt 25, pour dire « Nous ne voulons pas de vous ». Il va discuter avec qui? Pour dire quoi? Il n'y a absolument rien. Si quelqu'un veut se nourrir du bouillon pour les morts, eh ben je lui dis bon appétit. C'est fini. Plus personne aujourd'hui ne pourra le rouler dans la farine. C'est fini ces histoires-là. Il faudrait que cette vieille garde archaïque puisse comprendre que c'est un nouveau peuple. C'est de nouvelles aspirations. C'est des gens qui sont extrêmement, comment dirais-je, pointilleux pour recouvrer leur liberté. Et il est impossible, impensable que les gens puissent s'arrêter et écouter ce monsieur-là. Est-ce qu'il est en train de faire du bénévolat? Le bénévolat, c'est pour l'armée du salut. C'est tout. C'est Mère Teresa, c'est l'abbé Pierre, ce monsieur-là. C'est pour revenir encore. Il est sorti de son squelette, de son placard à squelette où il était tapi depuis 2004.
on appuie sur un bouton, puis il revient pour nous, excusez-moi le terme, nous embêter, nous rouler dans la farine. Eh bien, j'ai écrit un papier sur lui pour lui dire, le mieux qu'il puisse nous rester à faire, c'est de retourner chez vous. Ce peuple n'a plus besoin de tutelle. Vous ne pouvez plus l'infantiliser. Vous ne pouvez plus lui raconter des histoires et des salades. Donc, je ne vois pas. C'est de la perte de temps, comme avait dit Simorad. On est en train de perdre du temps. Nous sommes installés de fait et illégalement dans une transition qui aurait dû naître après la déchéance du tyran qui nous a mis dans cette situation-là. Et puis, on aurait le peuple est d'une intelligence incroyable. Le génie du peuple est illimité. Sa mémoire est éternelle. Il se souviendra de tous ceux qui sont sortis aujourd'hui pour essayer de contrer ou de casser ou de s'opposer à son désir de se libérer. Shab Moujralt. اليوم 60 سنه بعد الاستقلال الشعب راهو يعيط ويقول نحبوا l'indépendance. Ça veut dire qu'ils se sentent comme étant un peuple colonisé. Et c'est vrai, nous partageons ce sentiment-là, et nous n'avons que du ressentiment par rapport à ces gens-là, ces gens qui nous ont gouvernés. Et où sont-ils? C'est des voleurs de pôle après une carrière indue où ils représentaient l'État. Ils se retrouvent tous à l'Harash. Un vieux général qui a commis le pire crime contre l'humanité il y a 27 ans ou 28 ans de ça, il est fugitif à 90 ans. Est-ce que c'est ça, ces gens-là, auxquels nous devons encore faire confiance? Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Restez avec nous, Adel Djebbar. On va regarder ce graphique justement sur cette histoire de la revue Al Jish et on continue. Monsieur Youssi, donc le tribunal militaire de Blida a lancé un mandat d'arrêt contre Khaled Nsar. Pour moi c'est le miroir aux alouettes que ce mandat d'arrêt international. C'est vraiment une farce. Dans quel sens? Dans le sens où ceux qui ont lancé le mandat d'arrêt international savent pertinemment que Nsar ne sera pas extradé. Parce que dès le début, dans les motifs d'inculpation, ce sont des motifs politiques. D'autant que, et votre Warda tout à l'heure avait dit qu'il risquait la peine de mort. Oui. Qu'il risquait la peine de mort. Raison de plus pour qu'il ne soit pas extradé. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un miroir aux alouettes. Khaled Nsar, Djebbar vient de le dire, est un criminel. Ouais. C'est un criminel absolu. Cet homme-là, et nous aussi, nous tombons dans ce travers. Parce que 200 000 morts, 250 000 morts, 20 000 à 25 000 disparus, plus de 500 morts en 88, etc., sont devenus pour nous statistiques.
Ce n'est plus des hommes et des femmes et des enfants. Des vies, oui. C'est Prochées, devenu une statistique, une simple statistique. Khaled Nzar, pardonnez-moi, bon, et ça c'est juste un individu, je l'ai déjà dit, me rappelle le personnage de Dostoïevski qui assassine une vieille dame. Parce qu'il croyait que tout lui était permis, qu'il pouvait jusqu'à enlever la vie. Et Khaled Nzar fait partie de ceux qui parlait d'infra-humanité, parce que lui, il était comme Gaïd Salah aujourd'hui, Oui. il était dans la toute-puissance, il était le surhomme, qui pouvait traiter les autres d'infra-humains. Et pour lui, ces infra-humains, c'était la majorité électorale du 26 décembre 1991. Oui. C'était des infra-humains qui avaient voté, c'était des infra-humains qui s'étaient révoltés et qu'il fallait qu'on pouvait tuer comme des... Alors qu'aujourd'hui, il y a l'antispécisme pour lui dire que même les animaux, on n'a pas le droit de les tuer. Et Khaled Nzar, c'est le criminel absolu. C'est le criminel absolu. Mais on ne le juge pas pour les crimes qu'il a commis. C'est ça, oui. On ne le juge pas pour les crimes qu'il a commis. On ne pose même pas le problème des crimes qu'il a commis. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a Toufiq, il y a Djebbar, Mhenni Djebbar, il y a Tartag, Tartag qui était un monstre, etc. Mais ces gens-là, on ne les arrête pas pour les crimes qu'ils ont commis, les crimes qu'ils ont commis contre l'Algérie. On les arrête parce qu'ils ont critiqué Gaïd Salah. Parce qu'ils ont, tout simplement, comme vous dites, critiqué Gaïd Salah. À travers un tweet, s'il vous plaît. En plus. Voilà ce que ce régime qui veut absolument nous imposer encore. Gaïd Salah ne nous traite. Bon, Khaled Nzar, il est le criminel, le premier criminel de l'Algérie avec comment il s'appelle, Toufiq. Gaïd Salah aussi. Gaïd Salah n'a pas les mains de l'innocent. En tout cas, c'est ce que Nzar justement a dit dans un tweet. C'est qu'il lui a dit, il a parfaitement raison. Gaïd Salah a les mains aussi tachées du sang des Algériens. Tous. Mais, la question est là. C'est que Gaïd Salah est en train de nous tuer d'une autre manière. Il veut nous tuer d'une autre manière. Il est en train de... Lui aussi, nous représentons... Nous sommes quoi pour lui? Nous sommes des infra-humains parce que lui-même est dans la toute-puissance. Mourad Dhena, sur ce sujet, de quoi pourrait avoir vraiment peur Khaled Nzar aujourd'hui? Moi, je pense que ce qui arrive à Khaled Nzar n'est pas aussi anodin. Donc après, c'est sûr qu'il y a des calculs politiciens dans le clan Gaïd Salah envers Nzar, mais je pense que Khaled Nzar, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il descend lentement, mais vers le gouffre. Il finira par y tomber. Il a fait tellement de mal, il a été parmi les militaires qui ont tué des Algériens. Il faut rappeler ça. Il en a tué des centaines, et depuis sur une très longue période. C'est quelqu'un qui a énormément de sang sur les mains, qui a imposé des choix politiques désastreux pour le pays. Il a été toujours dans tous les coups tordus contre ce peuple algérien. Alors bien sûr, sur un plan technique, juridique, on peut très bien discuter des chances que peut avoir la demande d'extradition. Effectivement, elle a des problèmes connus. Mais je pense que ça va dans le bon sens parce que, de toute façon, pour cette action dans laquelle il est poursuivi, ça aura l'effet de conforter la demande de ceux qui ne cessent depuis des décennies maintenant de demander à ce qu'il soit traduit devant un tribunal. Ça ne fera que rajouter des éléments probants à leur cause. Alors, Nzar, il sera arrêté. C'est une question de temps. Il sera jugé et il devra rendre compte des crimes qu'il a connus et des crimes qu'il a commis.
Et le problème qui concerne les Algériens, bien sûr, ce n'est pas le fait qu'il est, soi-disant, même si c'est vrai, comploté contre Gaïd Salah. Ça, c'est un détail, ça, c'est un problème entre eux, mais il finira par rendre des comptes. Et aujourd'hui, il court, il ne sait plus où se cacher. Et lui qui a toujours eu cette attitude de mépris envers le peuple algérien, cette attitude qui en fait explique le fait qu'il est sauvagement et sans aucune retenue envoyé des troupes pour tirer sur les Algériens. Il l'a fait à maintes reprises. Donc moi je pense que c'est une étape importante. Il ne faut pas le rassurer. C'est une période qui va fait en sorte que l'étau se resserre de plus en plus contre lui. Et par rapport au timing, Monsieur Dehina, par rapport au timing, pourquoi aujourd'hui, pourquoi avant le 25e vendredi? Est-ce qu'on pourrait classer ça dans la case diversion ou pas? Qu'ils fassent diversion, qu'ils essaient, ils ont essayé de maintes artifices, ça n'a pas marché. Les gens demandent des choses claires et nettes. Bien sûr, ils veulent que Nazar soit jugé et condamné, ça c'est clair. Mais tout le monde n'est pas, le peuple algérien n'est pas dupe. Il sait très bien que Gaïd Salah utilise ça pour d'autres calculs, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas pleurer sur leur sort. Ils n'ont que ce qu'ils méritent et nous espérons juste que justice sera faite. Et tout comme vos invités que je salue, donc à cette occasion, ont dit, nous ne voulons pas que Taoufik soit jugé seulement parce que, soi-disant, il a comploté contre Gaïd. À la limite, ça, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est ce qui concerne, le problème qui concerne Gaïd Salah. Mais sur des choses beaucoup plus graves, sur des crimes donc prouvés et reconnus par tous, qu'ils ont commis contre le peuple algérien, là, il faut maintenir la pression. Mais encore une fois, qu'il soit en prison, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et ça va dans la bonne voie. Et nous espérons que viendra le jour où ils devront rendre compte effectivement pour les crimes imprescriptibles qu'ils ont commis contre le peuple algérien. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à entendre l'avis de ceux qui ont appelé justement, qu'on appelait les éradicateurs dans les années 90 réagir aujourd'hui? Écoutez, c'est encore là, il y en a qui doivent maintenant se cacher quelque part, qui n'auront pas le courage, parce que moi je souhaiterais bien qu'ils se mettent à parler, qu'ils disent, au moins qu'ils fassent acte de repentance pour cette période, parce que c'est une période, on ne peut pas la passer comme ça, entre guillemets, dire oublions. Non, ce genre de choses ne peuvent pas être oubliées. Bien sûr, moi je continue à penser que ces choses-là seront jugées et réglées une fois qu'on aura effectivement un état de droit qui rende compte au peuple seulement et où on aura des juges indépendants qui auront bien sûr toute la force de la loi pour ouvrir ces dossiers et les instruire dans les règles de l'art. Et malheureusement, bien sûr, ceci n'existe pas aujourd'hui en Algérie. Nous n'avons pas encore une justice indépendante. Il faut y travailler, mais ça, c'est dans le package, c'est dans le deal que cherchent les Algériens. Je parle du peuple algérien, bien sûr. Oui. Le deal au sens positif, pas au sens donc de calcul politicien entre certains clans. C'est vraiment le cheminement vers l'état de droit que ne cesse de réclamer le peuple algérien et pour effectivement que les criminels de tous bords rendre compte devant ce peuple. Nous ne pourrons pas construire un État digne de ce nom si on fait fi de ces crimes qui ont marqué notre histoire récente et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons vraiment dire que là, nous entrons dans une nouvelle ère, une ère où le citoyen algérien sera reconnu avec sa dignité et sera surtout protégé par un véritable État de droit. Restez avec nous, Mourad Dehina. Vous voulez rajouter quelque chose, Mourad? Oui, M. Younsi. Où se trouve l'Espagne? L'Espagne. Oui. L'Espagne est symbolique. Oui. Parce que le général Salan, c'est en Espagne qu'il s'est réfugié.
il y a une comparaison à faire. En tout cas, Nzar, en ce moment, il a le droit à ce titre, réfugié politique. Le général Salan l'avait aussi. Ouais. Le général Salan l'avait aussi. Ce que je veux dire, est-ce que Khaled Nzar ne va pas nous préparer une organisation de l'armée secrète? Parce que aussi bien Khaled Nzar que Gaïd Salah ne connaissent pas le logos. Ils ne connaissent que le polémos. Gaïd Salah est dans la guerre, est dans le polémos. Hein? Il est dans le polémos. Et Khaled Nzar est aussi dans le polémos. Il est dans la guerre. Ils ne connaissent pas d'autre langage que celui de la guerre, que celui du polémos, que celui de la violence. Hein? Voilà. Est-ce que Khaled Nzar ne va pas préparer, à travers ceux dont vous venez de parler, les éradicateurs, etc., une organisation qui va mettre de la violence dans le pays? Il y a une question quand même que beaucoup d'Algériens se posent, M. Younsi. Pourquoi ne pas passer par je sais pas, un mandat d'arrêt national avant d'aller vers un mandat d'arrêt international? Parce qu'il n'est pas sur pas le droit. Parce qu'il n'est pas sur le territoire national. Oui, mais il y va souvent. Oui, mais maintenant qu'il est-ce que quand même s'il n'est pas là-bas, est-ce qu'ils peuvent quand même faire un mandat national? Oui, évidemment. Même symbolique. Évidemment, mais le mandat international implique le mandat oui, mais pas pour ces motifs-là. Les crimes contre... Oui, de toutes les façons, même en Algérie, ils ne le jugeront pas pour les crimes qu'il a commis, les crimes dont il est responsable de façon directe. Monsieur Adel Djebbar, une question s'impose aussi, enfin sur les réseaux sociaux, les Algériens se demandent en quoi cela nous intéresserait. Ce qui se passe entre Nzar et ce qui se passe entre Gaïd Salah. Nous avons une révolution à mener, nous avons une Algérie à construire. Non, tant qu'il n'y a pas de débordement de ces deux vieilles personnes-là, psychopathes toutes les deux, moi j'aimerais bien les voir s'entretuer comme des sauvages. Et nous applaudirons sans absolument aucun problème. Ce psychopathe qui est aujourd'hui fugitif disait, pour justifier ses crimes abominables en 88, qu'il avait lu dans un bouquin, quand il était dans l'armée française, comment l'armée pouvait venir à la rescousse de la police pour pouvoir préserver l'ordre public, donc tirer à balles explosives dans la poitrine de jeunes qui ont 18 et 20 ans. Et puis le reste, c'est tellement horrible qu'il ne faut pas en parler, les violences, les séquestrations, les tortures, etc. J'aurais aimé que ce Gaïd Salah-là puisse prendre conseil auprès de gens qui l'entourent, pour lui dire un mandat d'arrêt international émis par un tribunal militaire pour interpeller, pour solliciter l'aide d'Interpol afin d'arrêter ce criminel-là, n'a aucune chance d'aboutir. Interpol n'est pas une patrouille de la police militaire de Ouargla ou de Boudida. Ce type-là est complètement dans les champs des vaches. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas qui le conseille. S'il avait émis un mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité, nous aurions tous applaudi, sans pour autant baisser la garde. Et pour dire, il est en train de nettoyer le mengel, la faux, la fossile, puis le couteau, le marteau, etc., est en train de faire du travail. Leur règlement de compte sordide ne nous intéresse pas du tout. Le peuple a une trajectoire, il a un objectif. Il sait où aller, il sait comment aller, seul, sans l'apport de ces pseudo-partis politiques, et sans l'apport aussi de ces éradicateurs, entre guillemets. Aujourd'hui, moi j'ai vu sur les YouTube, etc., beaucoup d'éradicateurs qui sont au premier rang du Hirak. Ils disent, nous sommes avec le Hirak. L'un d'eux, l'actuel patron du RND, dit, nous sommes dans le Hirak. Comme il s'appelle, Yahya, l'escroc, disait la même chose. C'est tous des bandits, ces gens-là. Personne ne les écoute. Maintenant, va-t-il être extradé ou pas? Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est que le peuple algérien puisse déposer une plainte en bonne et due forme
pour arrêter ce criminel de guerre, ce tueur, ce boucher de Bebloued et ce tueur de l'Algérie, et qu'il passe en cour, devant une cour criminelle, où il n'y a pas quelqu'un avec une casquette, où le juge ne reçoit pas un coup de téléphone ou de talkie-walkie. On veut un jugement clair. Aussi bien lui que le demi-dieu qui se prenait pour dieu de l'Algérie, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom parce qu'il est tellement insignifiant, Tartag, tous les bandits, tous les voyous qui nous ont mis dans cet état lamentable. L'Algérie aujourd'hui est un pays qui fait pitié, vu de l'extérieur, mis à part les belles images, les slogans, les couleurs, l'esthétique qui est dégagée par ce peuple fantastique, sa pseudo-élite politique ou ceux qui nous commandent sont dans et des slogans aussi, Adel Jabbar, des slogans aussi justement qui disent يا القايد صالح كنت بلونطو عند المملكة العاشورية صافي عند بوتفليقة وحنا حررناك. Il n'y a pas si longtemps, on voyait ce monsieur-là saluer un cadre. Les serviteurs qui n'ont pas de colonne vertébrale, ils disent nous sommes la colonne vertébrale du régime, pas du pays. C'est des gens qui ont une colonne vertébrale en bambou. Ils se plient devant le plus fort. On a vu des gens qui ont 70 ans, un peu plus âgés ou le même âge que moi, porter un costume, une cravate par des chaleurs caniculaires, attendre le passage d'un portrait à qui on offrait un cheval. Mais c'est de la zoophilie, c'est des belles. On n'a jamais vu un pays tomber dans les abysses de l'horreur comme l'Algérie, sous la gouverne de ce tyran déchu et de cette armée de janissaires. Je ne parle pas de l'armée, l'armée c'est l'armée du peuple. Je parle de cette oligarchie militaro-mafieuse qui ne veut pas comprendre que son temps est tichu, qui ne veut pas comprendre que le temps des peurs et des menaces est révolu à jamais. Le peuple algérien s'est libéré depuis le 22 février. Il est dans une dynamique d'émancipation et d'indépendance. Il ne s'arrêtera jamais jusqu'à recouvrer son indépendance, sa liberté. La liberté n'a aucun prix. Elle va s'arracher, qu'il le veuille ou pas. Merci Adel Jabbar, yatik saha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Younsi, on arrive à la fin de cette émission, mais par contre, Gaïd Saleh va entamer demain une visite donc à la première région militaire Blida. Les Algériens s'attendent bien sûr à un discours. Bon, il va répondre à qui? Il va répondre à qui? Oui. Non, il va se parler à lui-même. Comme toujours, c'est le soliloque. Le peuple ne l'écoute pas. Le peuple ne l'écoute pas. Ce qui me dérange, moi, oui, quelque part, bon, vous parlez de Gaïd Saleh et de Khalilzad. Comme disait Trotsky, passons à l'ordre du jour. Oui. L'ordre du jour, c'est la révolution. Il ne faut pas être dévié de cet objectif. L'ordre du jour, c'est celui-là. Et rien d'autre. Et c'est la révolution... C'est le vendredi 25. Absolument. Et c'est la révolution qui devient permanente, parce que je viens de citer Trotsky. C'est la révolution permanente. Ce qui me dérange, c'est que l'on veut absolument, à la fois le pouvoir et les élites. Je ne suis pas anti-élite, mais il y a une élite qui émerge de la révolution. Il y a une élite et l'élite, ce n'est pas simplement celle qui a fait l'université. Le pouvoir et les élites veulent absolument empêcher le peuple, comme dit Paul Valéry, de s'occuper de ce qui le concerne. Hein, c'est cela que veulent certains. Ils veulent absolument le mettre à la marge. Et tous les vendredis, tous les mardis, à travers les étudiants, lui rappellent que le peuple est là et c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui décide de ce qu'il doit concéder et de ce qu'il ne doit pas concéder. Et c'est avec lui que l'état-major doit négocier. Et le peuple, peut-être donnera-t-il simplement ce que ces gens-là recherchent, parce que nous voulons parler à l'instant de la décennie rouge, c'est-à-dire l'immunité qu'ils cherchent, des crimes qu'ils ont commis et des vols qu'ils ont également commis. Mais la bataille, et les Algériens sont là-dedans, ils le savent, il n'y a pas besoin de le leur dire,
Cette bataille se situe entre Eros et Thanatos. Thanatos, c'est Gaïd Salah, c'est Khalnzar, c'est Toufik, c'est tous ces gens-là qui veulent encore aujourd'hui, et la preuve, nous parlons encore d'eux, alors que c'est devant un prétoire qui doivent être. Voilà le problème. Parlons de nous, parlons de la révolution, parlons de notre jeunesse, parlons de cela. C'est ça qui intéresse la population. Parlons de la révolution. Et la révolution avance, elle ne fléchit pas, elle ne s'enlise pas, et elle continue vers son but ultime, celui de balayer tout ce personnel-là. Celui de يتنحوا كاع يعطيك الصحة. Merci monsieur Brahim Younsi, merci à Ali Aïd Djoudi qu'on avait perdu, merci à Mourad Dihina, merci à Adel Djebbar. Je vous laisse avec ce graphique justement sur cette histoire. Salam alaikum, Qima Dina. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما، دستور انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما، التزوير انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما، الصندوق انتوما، حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوضة انتوما، ورا المضادة انتوما، بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. خاوتنا سجنتوهم انتوما، حشومة يا حكومة ليهم ما راناش ساكتين. اطلقوا سراح العدالة، الثقافة والصحافة، هادو مطالبنا الأولين. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت البلاصة، السيستم ديجاجو.
بدات من بكري خدعت الشهداء والاعلام شربت دم الجزائري بلا تكسرني فيولونس في المسيرة تلقاني شميكسبريم شو دينونس اللي في قلبي تقيه لساني نديروها جمهورية حرة ديمقراطية حرة وغير هادي اللي تكون جدار الفتنة ريبناه بيبان الحق تحلو واليوم الشعب توحد راهو يقولكم ارحلوا غملوا الكراسة